On parle de ce qui occupe les investisseurs, les entreprises aussi qui en parlent beaucoup, de ces droits de douane. La guerre commerciale a déjà démarré maintenant il y a un peu plus de 2 semaines. Cette fois-ci, ce sont les droits de douane réciproques dont menace Donald Trump au cœur des interrogations. Charles Sana, qui serait visé par ce rééquilibrage de la politique commerciale américaine? On se pose la question d'abord de savoir ainsi la France est visée, évidemment. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Alors, qui peut être visé par cette politique, par ce rééquilibrage de la politique commerciale américaine? Est-ce que la France est concernée? Oui, la France est concernée comme tous les Européens en réalité. Alors, pour vous donner quelques chiffres, il y a les chiffres français, puis il y a les chiffres européens. Alors, si on raisonne au niveau de l'Union européenne, on est sur, alors j'avais pris mes notes pour pas vous dire de bêtises, 605 milliards de dollars d'exportation. On importe seulement pour 370 milliards de dollars de produits américains, ce qui fait que sur les biens, les États-Unis sont en déficit vis-à-vis de l'Union européenne de 235 milliards de dollars. Ça fait un petit peu de sous, mais enfin bon. C'est pas complètement délirant, surtout qu'il faut inclure aussi, ça là on parle des biens, mais il y a aussi la balance commerciale dite des services. Et sur les services, par contre, là, l'Union européenne est déficitaire de 109 milliards de dollars, ce qui fait que plus, moins, plus, 0, plus 0 égale la tête à Toto. Bref, si on fait le calcul, l'Union européenne est en excédent entre les biens et les services de 40 à 50 milliards de dollars chaque année. C'est quand même pas tout à fait démentiel. En réalité, cette bataille autour des droits de douane et des droits de douane réciproques, elle cache autre chose. Elle cache une immense bataille qui, elle, est plutôt d'ampleur et de sujets géopolitiques, évidemment. Oui, on va en parler parce que ça, ce sont les échanges en valeur absolue. Là, ce que veut Donald Trump, c'est rétablir aussi les taux auxquels sont taxés les échanges. Et bizarrement, eh bien, l'Union européenne taxe plus les importations américaines. Je crois que c'est à hauteur de 1,9% que les États-Unis, eux, ne se protègent des importations européennes ou du reste du monde. Il y a quand même un écart à réajuster, non ? Mais si vous voulez, là-dessus, on est sur objectivement de l'argutie macroéconomique. C'est-à-dire que après, vous pouvez aussi aller rajouter les échanges et les flux financiers. Bref. Vous avez entre l'Europe et les États-Unis de véritables interconnexions. Donc, la guerre commerciale, si vous voulez, elle n'est pas forcément de l'intérêt des États-Unis, mais ni d'ailleurs de l'Europe. Hein. Donc, quand moi qui suis pas, on peut pas me taxer d'être un pro-européen BA, mais quand l'Union européenne dit que cette guerre commerciale, elle n'a pas vraiment beaucoup de sens et qu'elle serait destructrice de valeur, c'est objectivement vrai. Hein. Alors après, on peut dire que sur tel truc, il manque un petit pouillème de pourcentage. Sur telle catégorie, c'est pas tout à fait équilibré. On peut même aller dire, bah alors on prend en considération la TVA ou on prend pas en considération la TVA dans ces fameux calculs de droits de douane. Et puis, si on regarde en plus attentivement les chiffres, on se rend compte que les États-Unis et Eurostat au niveau européen n'ont pas du tout les mêmes chiffres sur le même commerce transatlantique. D'accord ? On a des chiffres radicalement différents, pour vous donner un ordre d'idée, les États-Unis considèrent qu'elles ont un déficit commercial vis-à-vis de l'Union européenne qui est 30 à 40% plus élevé que ce que peuvent donner les statistiques européennes. Donc, les modes de calcul en plus ne sont pas du tout équivalents. Alors là, effectivement, on peut rentrer dans les détails, mais en réalité, si on rentre dans le détail, objectivement, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le détail de ces taux réciproques, effectivement, mais il faut rentrer dans le détail statistique. Et là, on se rend compte qu'en réalité, on ne parle pas du tout de la même chose entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est des statistiques qui ne sont pas normalisées. Oui, donc on a réussi,
On n'attend pas de se mettre d'accord. Donc, mais c'est vrai que dans ce qu'on met dans les tarifs douaniers, Donald Trump veut aussi, hors tarifs douaniers, parler de la TVA qui lui plaît pas du tout. Il y a la taxe GAFA aussi, dont la France est une exception. Et là aussi, eh bien, il pourrait mettre ça dans la balance. La taxe GAFA, c'est par exemple 774 millions d'euros que la France va récolter là, cette année. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre comme ça en porte-à-faux avec les États-Unis pour ce montant-là? Très clairement, non. Très clairement, non. Mais le problème là-dessus, pareil, il faut aller au-delà. Vous avez, et nos auditeurs et spectateurs ont dû entendre au moins parler du discours du vice-président américain à la conférence sur la sécurité de Munich, je crois que c'était vendredi dernier, où il a parlé énormément du free speech et donc de la liberté d'expression en Europe. Et donc évidemment, les plateformes numériques américaines en Europe, donc c'est Facebook, enfin c'est Meta, c'est Google, c'est évidemment Twitter, enfin X maintenant, ces plateformes américaines qui sont des plateformes de liberté d'expression et accessibles et ouvertes à tous, bien évidemment. D'abord, n'oubliez pas il y a un déficit sur les biens, mais il y a un excédent sur les services. Et donc, toute cette plateforme, elle rentre dans l'excédent sur les services, et cet excédent sur les services par les États-Unis sur l'Europe. Mais c'est surtout, évidemment, un outil de puissance, un outil d'influence. Le sujet, je vais vous dire, ce n'est pas du tout cette taxe GAFA, même si, bon, voilà, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet réel derrière, c'est l'influence, c'est la place de ces plateformes, c'est la liberté d'expression en Europe, et c'est bien entendu plutôt le DSA, qui est le Digital Service Act, qui est la directive européenne qui régule les plateformes, et c'est cela que le vice-président américain a attaqué frontalement dans son discours à Munich la semaine dernière, vendredi dernier pour être plus précis. Et alors, comment on doit répondre l'Europe? Est-ce que si c'est une question justement de liberté d'expression, de valeur un peu, c'est ce dont il a été question vendredi avec J.D. Vance, est-ce que l'Europe ne doit pas céder sur ses valeurs, ou alors est-ce qu'elle doit céder économiquement et puis acheter américain et un peu se mettre au pas des États-Unis? De toute manière, c'est une question de rapport de force. Et dans ce rapport de force, il faut regarder où se situe l'Europe aujourd'hui. Alors, et en particulier l'Allemagne, parce que l'Allemagne a une faiblesse. Alors, la France et l'Allemagne ont deux faiblesses différentes, mais deux faiblesses considérable vis-à-vis des États-Unis. La faiblesse de l'Allemagne, c'est qu'on a fait sauter, je dis on, et je dis pas qui, mais on a fait sauter les gazoducs Nord Stream, donc il n'y a plus de bon gaz russe pas cher, donc les États-Unis sont, les Allemands, excusez-moi, sont dépendants des États-Unis, je le mets dans le bon ordre, pour le GNL, et donc le bon gaz russe pas cher a été remplacé par du gaz liquéfié très cher américain. Bon, mais l'Allemagne est dépendante de ces approvisionnements de gaz américain pour faire autre chose que tourner ses centrales qu'avec du charbon allemand ultra polluant. Une fois que vous avez compris cette dépendance, ça va limiter grandement le rayon d'action de l'Allemagne. Pour comprendre la dépendance française, la dépendance française, elle n'est pas énergétique. Nous, on a nos centrales nucléaires. En revanche, elle est financière, notre dépendance, avec 3 308 milliards d'euros de dette, 120% de dette sur PIB, un déficit budgétaire qui part complètement hors de contrôle et des agences de notation qui sont américaines. On a intérêt à être assez sage, si vous voulez, si on ne veut pas se faire mettre sous tutelle du FMI en moins de 15 jours. Donc, les faiblesses européennes sont telles que, objectivement, on peut bomber le torse. Les faiblesses des deux principales économies européennes nous mettent en situation d'infériorité vis-à-vis des États-Unis. Donc il va nous être difficile de résister à la pression américaine. Est-ce qu'on peut attendre une aide de l'OMC? L'OMC, vous savez, il y a une règle qui est qu'un produit doit être taxé de la même manière avec l'ensemble des partenaires commerciaux. Est-ce que cette règle ne vaut plus rien, on ne peut plus rien attendre? On met vraiment un point là au commerce, à la structure des échanges commerciaux telle qu'on la connaissait?
C'est quoi l'OMC, rappelez-moi? l'Organisation mondiale Ah du oui, ah commerce. oui, c'est vrai, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, le problème de l'OMC, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Le problème de l'OMC, c'est que c'est l'Organisation mondiale du commerce et que, vous savez, les, les, il faut prendre un tout petit peu de recul et de hauteur de vue. La primauté ne va pas à l'économique. La primauté va aux faits politiques. Toujours, toujours, toujours dans l'histoire de l'humanité, la primauté va aux faits politiques. Et le droit, quel, voilà, quel que soit le nom que vous lui donnez, le droit international, le droit du commerce, le droit pénal, tout ce que vous voulez. Le droit n'est qu'une fiction imaginaire. Donc c'est quelque chose sur lequel on se met d'accord à un moment. Bon. Mais le droit, il y a un siècle, le droit, il y a 1000 ans, le droit d'aujourd'hui et le droit de dans un siècle, tout ça est toujours radicalement différent. Donc on a l'impression qu'on vit dans quelque chose qui est permanent. En réalité, il n'y a pas d'état permanent. Le seul état permanent, c'est la mort, c'est le froid. Hein. Mais si vous voulez, il n'y a pas d'état permanent. Tout ça, ça évolue. Donc le droit est une immense fiction imaginaire. L'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, c'est juste une immense fiction imaginaire qui a été créée pour permettre et pour organiser la mondialisation. Et à partir du moment où vous démondialisez, à partir du moment où vous voulez par définition réindustrialiser des pays, alors c'est l'objectif américain, les États-Unis veulent se réindustrialiser. Pour se réindustrialiser, il faut rendre rentable le fait de remettre des usines chez vous. Pour rendre rentable le fait de remettre des usines chez vous, il y a deux préalables en fait. Le premier préalable, c'est de protéger ces industries naissantes par des droits de douane, sinon jamais vous ne réussirez à réindustrialiser. Et par conséquent, vous prenez l'OMC, vous en faites une belle boule de papier et vous la mettez à la corbeille. Et donc l'OMC n'existe plus et l'Organisation mondiale du commerce telle que nous l'avons connue va évidemment évoluer vers un autre récit, vers une autre fiction imaginaire. Et ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, c'est un préalable climatique. C'est-à-dire que les usines, ça pue, ça fume, c'est dégueulasse, et donc ça pollue, c'est pas bon pour la planète, mais c'est bon pour l'emploi. Et donc, si vous voulez réindustrialiser, vous allez devoir relocaliser vos productions, et donc relocaliser vos pollutions. Et donc, vous êtes obligé de revoir vos engagements climatiques. C'est ni bien ni mal, mais c'est une évidence matérielle. Vous ne pouvez pas ne pas faire de CO2 si vous voulez reproduire et vous réindustrialiser. Vous remarquerez que pour le moment en Europe, on n'a pas encore fait ce chemin. On est toujours sur notre stratégie de net carbone 2050 et de plus polluer du tout, ce qui implique une trajectoire de décroissance d'une immense violence si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, c'est l'organisation objective de la décroissance et de la pénurie généralisée et de l'appauvrissement généralisé par tête de pipe en Europe. Je ne suis pas sûr que politiquement ça tienne la route très longtemps. Oui, comme quoi la question des droits de douane et finalement aborde bien d'autres sujets. Merci beaucoup Charles Sana, fondateur du site insolentiae.com. Merci beaucoup à tous. Bonne semaine.